Bonjour à tous, bonsoir à tous. Encore une fois, merci de m'accorder cette présentation. Alors, Prosoon, c'est un projet qui a maintenant, ça fait 3 ans qu'on bosse dessus, mais on a créé la société au mois d'août cette année. Donc, ça a été beaucoup de rencontres, beaucoup de recherches, et je vais vous expliquer un peu pourquoi on a adhéré à l'association Reconnaître. Je vais vous parler de notre histoire, l'histoire de Prosoon et des cofondateurs. Le projet, je vais vous présenter notre solution avec une petite démo. Et puis à la fin, je finirai comme j'ai commencé par des remerciements et par évoquer aussi les limites et tous les freins qu'on rencontre par rapport à l'adoption des open badges, puisque l'intérêt de la présentation, c'est aussi de voir en quoi Prosoon expérimente et espère mettre au point une solution qui utilise les badges de compétences, les badges numériques de compétences. Alors, on est parti d'un constat. Donc ça, c'est pour commencer, c'est où on en est actuellement. Donc, on en est dans une phase d'expérimentation et de co-construction de notre plateforme avec différents partenaires. Donc, on a les Master 2 Gestion et Droit de l'économie numérique à Strasbourg et l'École des avocats du Grand Est. Et on est accompagné par un dispositif de la région qui s'appelle Grand Testeur, qui accompagne des expérimentations d'innovation sur le territoire. Donc, nos bêta-testeurs, nos cibles, ce sont les directeurs de formation, responsables pédagogiques, services administratifs et informatiques, mais également les étudiants et les recruteurs. Et c'est là que ça va être intéressant, c'est que Prosoon, ça s'adresse en fait au triptyque école, étudiants et entreprise. On est parti d'un constat, c'est celui que les preuves de nos qualifications aujourd'hui, elles sont vulnérables, elles ont des limites. Donc, on connaît les diplômes et les diplômes papier, les attestations. Le problème, c'est qu'on peut les falsifier. On peut effectivement les perdre, on peut les détériorer, mais il y a ce gros problème de falsification. Et un autre problème qui est les compétences invisibles derrière les diplômes. Quand je dis compétences invisibles, ça sous-entend également que l'innovation pédagogique, elle n'est pas reconnue. L'intitulé d'un diplôme n'évolue pas, il reste le même, alors que les compétences développées pour acquérir ce diplôme, elles changent, elles évoluent. Et on le voit bien avec le contexte actuel où les écoles ont dû s'adapter, les étudiants ont dû s'adapter à de nouveaux modes d'apprentissage. C'est des compétences qui sont malheureusement pas assez valorisées à notre sens. Donc, il y a ce côté-là, réussir à représenter une compétence à travers un outil qu'on va vous présenter plus tard, mais également à travailler sur la qualité de la preuve, c'est-à-dire le fait que cette preuve, elle ne puisse pas être falsifiée. Ce qui est, je pense, une des limites, c'est qu'un badge, si on peut s'auto-attribuer un badge, s'il y a des techniques informatiques qui le permettent, finalement, cette solution innovante pour représenter les compétences, pour faire gagner du temps à tout le monde et pour offrir de la reconnaissance qui manque tellement dans ce milieu-là, elle aura cette limite-là, qui est la même que pour le diplôme qui peut être falsifié. Du coup, c'est pour ça qu'on associe la technologie blockchain avec les open badges, mais d'une manière assez particulière et assez unique pour l'instant. Donc, la falsification, ça peut entraîner des problèmes, notamment dans certains domaines métiers où ça peut avoir des conséquences assez catastrophiques dans les professions réglementées. C'est de plus en plus accessible et on voit bien que des plateformes comme LinkedIn, il y a plus d'une personne sur 3 qui dit avoir fait HEC qui, en fait, n'a jamais mis les pieds à HEC. Donc, il y a toutes ces problématiques, je pense que vous connaissez sur les problèmes de recrutement, les coûts dans la vérification des informations, etc. etc. Donc, Prosoon, en fait, c'est un CV numérique qui va contenir la preuve de ce qu'on avance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le CV en déclaratif et on a les preuves de ce qu'on avance. Nous, on a réuni les deux. On a fait ce choix-là. L'idée du CV, c'est une idée intéressante et quand j'ai suivi la conférence Epicure, il y a eu un sujet qui a été abordé, c'est comment est-ce qu'on va démocratiser les badges de compétences. Je pense qu'il faut respecter les codes actuels. Le code actuel pour le recruteur, c'est le CV. Donc nous, on a fait vraiment cet effort-là d'avoir un passeport numérique de compétences qui se matérialise comme un CV. On a respecté d'ailleurs l'ordre des informations comme sur le CV Europass. Et avec donc une interface dédiée à l'école, une interface dédiée à l'étudiant, l'école, elle va pouvoir délivrer des attestations numériques certifiées dans un registre blockchain. Et ça peut aller du diplôme jusqu'à l'expérience, si l'étudiant a fait un stage ou une expérience associative au sein de son école. Et ça peut aller jusqu'au badge de compétences. Alors, les badges de compétences, nous, on fait le choix, c'est aussi plus confortable de reconnaître des choses qui sont factuelles. Donc, je m'explique, un étudiant qui est délégué de sa classe, major de promo, qui a fait un hackathon pendant sa formation,
qui a gagné un concours d'éloquence, par exemple, dans l'école d'avocat, etc., etc. Ça, c'est des éléments factuels, des réalisations, des expériences qu'on peut certifier. Et donc, on le certifie, on le matérialise par le badge. Et en fait, l'intérêt de notre adhésion aussi à l'association, c'est d'essayer de trouver un moyen pour aller plus loin que ces reconnaissances de choses factuelles, avec notamment la reconnaissance par les pairs et tout ce qui permet de valoriser les compétences sociales et les compétences transversales. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est limité à la reconnaissance de choses qui sont horodatées et qui sont factuelles. Voilà, donc l'école pourra effectivement apporter une liste d'étudiants, je vous expliquerai ça un peu plus tard, mais je vais m'intéresser un peu à la technologie blockchain. Effectivement, la preuve, il faut qu'elle soit infalsifiable. Donc, aujourd'hui, la technologie blockchain a beaucoup évolué et on n'est plus obligé d'avoir le diplôme ou le credential qui soit dans la blockchain. Le badge n'a pas besoin d'être stocké dans la blockchain. Ce qui a besoin d'être stocké dans la blockchain, c'est une transaction entre deux acteurs. Nous, on a fait le choix d'associer la techno des identifiants décentralisés, DID, ce qui permet en fait à n'importe quel type d'attestation numérique, qu'elle soit off-chain ou on-chain, d'être rattaché à un identifiant numérique d'une école et d'un étudiant pour garantir que l'école a bien délivré et reconnu le badge, le diplôme, le micro-certificat qu'elle aura délivré à son étudiant. Voilà, donc ça permet effectivement de créer un système infalsifiable pour renforcer la valeur de la preuve. Alors ça, c'est un schéma, je vais passer vite dessus, c'est le schéma des DID. Ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est l'interopérabilité. C'est Prosoon aspire à devenir finalement un hub où on peut importer différents types de certifications. Et un étudiant qui aura fait un parcours dans différentes écoles, et si dans une école, il a une certification qui vient d'un de nos confrères, Blockcert ou un autre, il pourra l'importer dans son CV Prosoon. Et donc, on identifiera que c'est une donnée qui est reconnue, qui est certifiée, et on enverra vers l'explorer de transactions de notre confrère. Voilà un peu pour la partie technique. Je suis allé assez vite dessus, mais on pourra y revenir. Donc, les badges de compétences, effectivement, l'idée, c'est de valoriser des éléments factuels. Donc, ça peut être des expériences professionnelles ou associatives, les langues vivantes, des projets de groupe, des réalisations individuelles, les mémoires, ce qui a été réalisé par l'étudiant. On s'est aperçu qu'il y avait un vrai manque de reconnaissance. Les étudiants, ils consacrent énormément d'énergie, énormément de temps dans leurs études pour acquérir des compétences et obtenir un diplôme. Et ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent valoriser tout ce qu'ils font. Ça les incitera aussi à construire leurs projets professionnels pendant leurs études et à être impliqués de plus en plus pour pouvoir enrichir justement, on l'espère, leur passeport de compétences et renforcer leur employabilité. Ce qui est une innovation et ce qui nous différencie un peu de ceux qui font de la certification blockchain, c'est que nous, on est très centré vers l'étudiant. Et on pense que tout ça, toutes ces solutions, elles auront de la valeur quand l'étudiant utilisera ces certifications. Et donc, il faut l'inciter à utiliser ces certifications. Et si c'était un simple système de stockage d'éléments qui caractérisent nos qualifications, on ne serait pas forcément incité à le faire, puisque pendant qu'on est étudiant, on ne ressent pas forcément le besoin de sécuriser, de conserver ces documents-là. On s'en rend compte souvent après, quand on les a perdus, quand on doit justifier pour une reconversion ou pour postuler à un emploi. Mais pendant qu'on est étudiant, on a notre ordinateur, notre clé USB, on ne ressent pas forcément ce besoin tout de suite. Par contre, ce qui peut inciter les étudiants à utiliser un tel outil, c'est les opportunités professionnelles qu'ils vont avoir derrière. Si on a l'opportunité de se faire repérer par un recruteur ou de postuler à des offres d'emploi très simplement en partageant nos certifications, à ce moment-là, il y aura une incitation qui poussera l'utilisateur à utiliser ces certifications et ça valorisera notre solution. Et enfin, et ça je trouve qu'effectivement il faut vraiment y réfléchir, c'est le recruteur ou l'institution ou même le service d'admission d'une école, en fait c'est le consommateur de la donnée certifiée. Et c'est lui qui va accorder le reste de la valeur, j'ai envie de dire, à ce qu'on fait. Il faut absolument qu'on intéresse ces personnes-là qui sont les consommateurs de ce qu'on aura mis en place. Et donc, c'est pour ça que Prosoon démarche des entreprises en même temps, en parallèle des écoles. Donc là, avec l'école d'avocats, on développe des partenariats avec des cabinets d'avocats, avec des services juridiques qui sont à la recherche d'étudiants pour leur donner accès à des profils certifiés, fiables, et valoriser. Parce que le but de Prosoon, c'est de vraiment valoriser, certifier et rendre infalsifiables des parcours de formation. Voilà, et on a une petite dimension supplémentaire qui est liée à l'égalité des chances,
puisqu'on propose aux entreprises qui le souhaitent de travailler sur des candidatures anonymes et de découvrir l'identité qu'au moment de l'entretien d'embauche. Donc ça permet de se recentrer sur les compétences et de lutter contre les discriminations liées à l'âge, le sexe, l'adresse, le nom de famille, etc. La mobilité, je ne vais pas trop en parler, mais c'est évident qu'un système qui reconnaît automatiquement les niveaux de qualification, les niveaux d'études et les compétences, ça va permettre de gagner énormément de temps dans les systèmes d'admission des universités, mais également d'offrir plus d'agilité à l'étudiant, puisque l'étudiant, c'est assez difficile aujourd'hui de trouver quelle formation dans le monde, à quelle formation je suis éligible dans le monde et comment y postuler. Donc ça, c'est un axe de développement super intéressant pour les écoles et les réseaux d'universités, comme Épicure d'ailleurs, réseau campus européen de formation. Voilà, donc faire gagner du temps dans les systèmes d'admission. Voici l'écran, donc voici le prototype qu'on a mis en place. Donc c'est un prototype qui est, on peut faire des démos gratuitement puisqu'on est en train de générer un maximum d'expériences utilisateurs, mais on espère pouvoir commercialiser notre solution à partir du mois de mars 2021. Voilà, donc là, on voit l'écran de la directrice de l'école d'avocats. Donc, c'est pratique parce qu'elle a 150 étudiants. Donc, elle a une vraie proximité avec ses étudiants. Elle peut attribuer des badges elle-même à ses étudiants. Donc, il n'y a qu'une formation. En plus, c'est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Donc, elle renseigne sa formation. Elle renseigne les badges de compétences et les élèves peuvent aussi lui proposer des badges de compétences. Ensuite, elle va importer une liste d'étudiants qu'elle va rattacher à une formation et à une année de promotion. On a l'exemple avec mon nom. Et elle va pouvoir certifier que l'étudiant a bien eu son diplôme et lui attribuer des badges. On a essayé de faire un outil extrêmement simple. Pour l'instant, les badges, on les conçoit nous-mêmes, c'est du fait maison, mais on espère bien pouvoir construire des ponts avec les différents acteurs pour harmoniser un peu tout ça. Dans le domaine du juridique, voilà, on en est vraiment au début, donc c'est un cas d'usage super intéressant. Et derrière, l'étudiant, il se retrouve avec un CV où les mentions certifiées apparaissent. Il y a une partie déclarative, donc j'ai aussi le droit d'enrichir mon CV avec du déclaratif, mais tout ce qui a été certifié sera visible. Je pourrais générer une version anonyme et je pourrais masquer aussi les certifications que je ne souhaite pas rendre visibles sur le marché de l'emploi. Dans le cadre d'une reconversion, par exemple, ça peut être utile. Voilà, donc on est une équipe de 4 personnes, mais on a beaucoup d'étudiants qui travaillent avec nous, soit sous forme de stage, soit sous forme de projet dans le cadre de leur programme pédagogique. On a des partenaires, on est incubé chez Semia, qui est un incubateur de start-up sur la région. On a été étudiants entrepreneurs et c'est eux qui nous ont poussés à aller sur le terrain. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai participé à la conférence Blockchain Éducation à Lille et c'est la première fois que j'ai découvert, j'ai assisté à la conférence de Monsieur Ravet et j'ai découvert les Open Badges. C'était en 2019, l'année dernière, en mai. On a la carte des colocs, qui est un ami qui a développé un super site qui nous accompagne dans le développement informatique. Foundition, qui est une plateforme de crowdfunding sur blockchain. Tout ce qui est mouvement des entrepreneurs sociaux et des entrepreneurs engagés. L'agence VUX, qui soutient aussi des projets impact social. Voilà, donc ça, c'est nos partenaires. Et on est très heureux maintenant de faire partie de l'association Reconnaître. Donc, merci. Et voilà, j'espère qu'on restera en contact et qu'on pourra partager nos expériences et faire avancer tout ça ensemble. Voilà, merci encore pour votre attention. Alors, merci à toi. Je te propose d'arrêter ton partage d'écran pour qu'on voit un peu les nouvelles personnes qui sont arrivées. Je crois qu'il y a du monde qui est arrivé entre-temps. Oui, on a Philippe et Muriel. Y a-t-il des réactions à la présentation d'Hugo? Oui, je vais juste faire un commentaire sur un point qui est le fait qu'on puisse émettre soi-même un badge, c'est la preuve que ça peut être falsifié. En réalité, non. On ne peut pas falsifier un badge. Enfin, c'est assez difficile de falsifier un badge parce que pour vérifier un badge, il y a deux façons de le faire. On vérifie la copie avec l'original. Donc, on va chez l'émetteur du badge et voir s'il n'y a pas eu de modification. Ça, c'est facile à faire. Et l'autre, c'est avec des badges signés, donc avec une signature cryptographique. Donc, les badges sont très sûrs, quoi. Il n'y a pas besoin de rajouter un truc en plus derrière. D'accord. Est-ce que l'organisme qui émet ou l'autorité qui émet le badge, est-ce que celle-ci, on vérifie sa légitimité à délivrer le badge? C'est un peu ça qui me fait peur, c'est est-ce qu'on peut créer des entités fictives qui certifient des badges? Alors, on connaît qui a émis, donc on peut vérifier qui a émis. Là, le problème qu'il y a, c'est que
on passe généralement à travers une plateforme. Donc, c'est l'URL qui sert et c'est l'URL de la plateforme de badge, mais on peut avoir la plateforme de badge chez soi. Donc, s'il y a une URL qui est chez soi. La question, c'est que même à badge, une information qui est certifiée par une blockchain peut être fausse. Oui, c'est-à-dire qu'on fait confiance à l'institution et on est sûr qu'il n'y a personne qui a utilisé le service informatique pour émettre un record sur la blockchain en perruque. Donc, le danger de la certification, c'est qu'on ne vérifie pas parce qu'on est sûr que ça a été certifié et donc il suffit qu'on ait des complices à l'intérieur de l'organisation et c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein, les faux, on a quelqu'un à l'intérieur de l'organisation, on paye quelqu'un et on fait un faux qui est un vrai faux. Donc, la certification n'est pas nécessairement la meilleure des garanties. Nous, la garantie sur laquelle on préfère travailler, c'est la garantie du réseau social. C'est-à-dire que de voir quelles sont les personnes qui ont le même badge, qui sont reconnues entre elles, et donc on est plutôt sur une assurance sociale. Par le volume, par la masse, c'est ça? Bah, plutôt là-dessus, oui, c'est plutôt crowdsourcé, quoi. Mais non, je veux dire, c'est intéressant comme projet. Je sais que tout le monde veut faire de la blockchain et pense que c'est la solution. Moi, des fois, j'ai tendance à dire, c'est un petit peu comme si on avait, je ne sais pas, à la fois, pour éviter d'avoir des enfants, la femme prend la pilule, l'homme met un préservatif, la femme met en plus de ça un diaphragme, et donc on se protège 10 fois, et que la protection, des fois, elle peut être illusoire. C'est ça que je veux dire. Je comprends, je comprends. Nous, ce qui nous intéresse sur les DID, c'est sur ces projets d'identité numérique, d'identifiant numérique et de souveraineté numérique. Voilà, ça c'est aussi un moyen de nous positionner puisqu'on construit une application, de l'éco-conception web, c'est sûr, mais surtout une application où l'utilisateur est 100% souverain de ses données. Et c'est vrai que ça, on peut le faire aussi sans blockchain. Voilà, mais sur les DID, il y a cette notion d'interopérabilité et le fait que si on n'a pas la clé privée, on peut pas déchiffrer ce que l'étudiant a dans son passeport. Et l'école, si elle ne détient pas la clé privée, ne peut pas émettre de certification non plus. Donc après, il y a toujours le risque, effectivement, que la clé privée, elle soit partagée, volée, etc. Et la question, c'est quand il y a une révocation, on est obligé d'avoir des listes de révocation, qui est une faiblesse, parce que tout le monde ne va pas aller sur les listes de révocation. Donc, nous, on réfléchit à autre chose, on a réfléchi à d'autres solutions, on utilise entre DID, mais plutôt sur l'idée qu'on identifie une relation et pas une personne. Et donc, mais ça, on pourra en discuter à un autre moment, je ne peux pas prendre. Il y a Philippe qui va intervenir. Non, je disais, il y a Serge qui tourne dans tous les sens. Je voulais savoir si c'était une nouvelle animation ou si c'était vraiment Serge qui tournait. C'est moi, je suis sur une chaise tournante. C'est parce que c'est un projet à 360 degrés, c'est pour ça. Voilà. Oui, excusez-moi, je suis arrivé un tout petit peu en retard. Quelques minutes, donc j'ai peut-être pas entendu quels étaient les problèmes que vous vouliez résoudre ou les choses que vous vouliez améliorer avec Prosoon. Il y a le problème de la reconnaissance de la compétence au-delà du diplôme. C'est pour ça qu'on utilise et qu'on veut utiliser les open badges. Voilà, il y a le problème de la falsification des diplômes. Donc, l'école d'avocats, qui est notre partenaire, a déjà été victime de falsification. Donc, elle veut se protéger là-dessus. Elle veut un outil qui permet de retracer les diplômes qu'elle a délivrés. Elle est submergée d'appels de cabinets qui veulent être sûrs qu'un… En fait, l'avocat, ce qui est assez particulier, c'est que son diplôme original, il l'envoie au barreau duquel il dépend. Mais s'il déménage et qu'il change de ville, il ne récupère pas son diplôme. C'est le barreau qui doit l'envoyer à l'autre barreau. Donc, en fait, il y a une multitude d'avocats qui n'ont plus leur diplôme. Donc, c'est un vrai cas d'usage pour sécuriser un peu tout le système et offrir plus d'agilité. Donc, il y a la partie reconnaissance des compétences au-delà du diplôme, numérisation, agilité pour l'élève avocat pour qu'il puisse partager ses certifications, employabilité et les relations école-entreprise, parce qu'il y a aussi un espèce de vide entre les écoles et les entreprises. Je prends un exemple, j'ai moi recruté des stagiaires dans une école d'informatique, des stagiaires qui étaient pris en charge par Pôle emploi en plus. Et en fait, sur la promotion des 12 élèves en développement web, il n'y en a pas un seul qui avait trouvé un stage à 1 mois avant la fin de la formation.
Alors que moi, de mon côté, des gens qui cherchaient des développeurs, il y en avait à tous les coins de rue. Donc, on veut être à 360 degrés. Donc, numérisation des diplômes, valorisation des compétences et renforcement des relations école-entreprise. Mais avec un badge, si l'école d'avocat donnait un badge, par exemple, hein, pour contenir le diplôme, eh bien, un avocat pourrait donner son badge dans tous les bars. Quand il change de barreau, il a toujours son badge et puis il le donne dans l'autre, et puis l'autre va vérifier que, effectivement, la copie est identique à celle qu'on trouve chez l'émetteur du diplôme d'avocat. Donc, alors, sur la question de la fiabilité des données, pour s'assurer qu'il n'y a pas de faux, c'est aussi lié à la mobilité. Ça, j'ai vu cette diapo. Oui. Tu disais que ça peut faire gagner du temps dans les processus d'admission. Ça, je crois en effet que c'est un vrai sujet aussi. Donc ça, c'est voilà, sur cette question de la mobilité, vous avez déjà des clients universitaires. Non, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Là, en plus, on n'est pas encore commercialisé, donc on fait vraiment. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est bénévole sur le projet. On commence à vivre à crédit un petit peu. Mais donc, non, on expérimente pour l'instant la valorisation des compétences, la numérisation du diplôme et le renforcement école-entreprise. Mais on a rencontré tellement de gens de ces services d'admission qui nous avouaient finalement que la raquette était complètement trouée et qu'ils n'avaient aucun outil de vérifier quand on leur envoyait un scan d'un diplôme, si c'était un vrai, un faux, etc. Que pour eux, oui, c'est évident qu'un outil qui permet de reconnaître automatiquement un niveau d'études et une compatibilité de diplôme, ça pourrait, et aussi bien pour les services d'admission que pour les étudiants, en fait, parce qu'eux-mêmes n'ont pas vraiment les outils pour avoir une visibilité sur les trajectoires de formation qui s'offrent à eux une fois qu'ils ont validé un cursus. Et on trouve qu'aux 2 niveaux, au niveau de l'orientation, de l'aide à l'orientation et au niveau vraiment purement administratif, ça peut être super intéressant comme système. Ouais. Et vous voyez, il y a un avantage au badge par rapport à la blockchain, c'est que si on voulait révoquer un diplôme d'avocat, on révoque un avocat, hein, ça arrive, on révoque du barreau, il suffit d'effacer le badge, et du coup, quand on va vouloir vérifier, le badge ne sera plus là, donc il n'y a pas besoin de liste de révocation. Le problème avec la blockchain, c'est que quand il y a un record qu'on veut invalider, il faut qu'on mette ce record-là sur une liste de révocation. C'est ça. En fait, c'est pas une nouvelle transaction qui s'ajoute en disant j'annule ton diplôme d'avocat. Chez nous, ça se construit comme ça. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une transaction qui annule, puis s'il y a une modification, d'abord ça annule et ensuite ça remplace, quoi. Mais du coup, ça fait des surcouches, effectivement, pour la révocation. Et c'est super intéressant. Je suis content d'avoir cet avis-là et je pense qu'on doit creuser, effectivement. En tout cas, je dois mettre parce que mes associés sont les cerveaux techniques de l'affaire. Donc, c'est à eux, que je dois mettre sur ce créneau-là pour qu'ils creusent un petit peu et puis voir effectivement si on peut se contenter de l'utilisation de badge. Mais il ne faut peut-être pas opposer badge et blockchain, Serge. C'est la question, c'est est-ce qu'il y a besoin de mettre des badges dans la blockchain? Ben non, pour moi, non. En fait, la blockchain, elle est vraiment juste là pour la transaction entre 2 identifiants décentralisés. Et le badge peut être stocké n'importe comment, en fait. N'importe quel format, Et puis, ça peut être tout type d'attestation numérique, en fait. Pas forcément un badge. Ça peut être, comme dit, une convention de stage signée, etc., etc. Oui. En fait, tout ça peut être off-chain. Et puis uniquement les identifiants de l'étudiant et de l'école qui vont être blockchainisés, entre guillemets. Donc, c'est pas une question d'identifiant. C'est ça, c'est vraiment ça. Mais c'est très intéressant, justement. C'est là où ce sera intéressant qu'on ait une conversation en dehors de maintenant. Mais c'est-à-dire, ce que vous faites, vous travaillez bien sur une mise en relation de 2 identifiants. C'est ça. Et donc, on peut passer directement à cette mise en relation en s'affranchissant de la blockchain. Donc, à mon avis, vous avez posé le problème correctement en utilisant la blockchain pour mettre en relation 2 identifiants. Mais on peut s'affranchir de ça. On peut faire exactement le même mécanisme sans blockchain. Ah oui, il faut qu'on poursuive cet échange, absolument. Mais vous avez mis le doigt sur le point. On trouvait ça absurde, en fait, de hacher un diplôme dans la blockchain, puisqu'un diplôme vierge, ce n'est pas une donnée sensible. Un diplôme vierge, c'est un document qui est public, d'ailleurs. Par contre, ce qui est sensible, c'est la transaction. C'est ça, en fait. Tout à fait.
Donc, c'est bien la mise en relation de deux identifiants. C'est ça. Serge, tu me donnes le mal de mer. On dirait que Christophe a l'air interrogatif, ou alors il a le nez qui le gratte, on ne sait pas. Non, mais juste pour rebondir, Hugo, sur ce que tu disais, une organisation peut être vérifiée, alors peut-être selon les plateformes, mais je sais que sur Open Badge Factory, à un certain niveau de service, ils vérifient les organisations émettrices. Super, ok. Après, quels sont les éléments de Oui, vérification? Il faudrait se rapprocher il y a- d'Open Badge Factory, mais c'est courriel, site web, hein, et paiement peut-être, c'est tout ça. Mais on peut de toute façon mettre en place des solutions de contournement pour plein de choses. Je rejoins un petit peu ce que dit Serge. Je pense que les solutions qu'on doit travailler, ce n'est pas autour de rajouter plus de sécurité, de défiance, travailler sur des systèmes de confiance. Après, ça dépend dans quel domaine. Vraisemblablement que, il est même certain que dans les processus d'admission des universités, ils ont besoin d'avoir des preuves d'authenticité, de faciliter leur travail, et que ça, c'est un fait. Et donc, il faut répondre, hein. Je connais d'autres solutions qui proposent ça aussi, une qui est française aussi, que vous connaissez vraisemblablement. Donc, ça répond sûrement à ce type de besoin au niveau des credentials. Oui, Oui, mais en même temps, sur l'idée des diplômes et de l'échange de diplômes, l'échange d'étudiants, en utilisant la technologie badge, justement, ça permet, par exemple, que le supplément de diplôme, de mettre le supplément de diplôme sous forme de badge, et que ce supplément de diplôme soit reconnu par d'autres universités, soit endossé par d'autres universités. Et donc, du coup, quand un étudiant ou une étudiante va se présenter dans une autre université, d'emblée, l'autre université va pouvoir voir que ce diplôme-là est déjà reconnu par d'autres universités. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on crée du lien, au lieu de simplement certifier quelque chose, on montre que c'est reconnu par. Et ça, en termes d'assurance, c'est quand même pas mal, parce que ça veut dire qu'au lieu de créer un faux identifiant, il faudrait carrément se créer une identité, ce qui n'est pas la même chose, identifiant et identité. Et ça, se créer une légende, bah, c'est ce qu'on fait dans l'espionnage, mais ça a un coût, quoi. Et ça met du temps avant qu'une légende se réveille pour agir. Ça prend des fois des années. Donc, c'est facile de falsifier un identifiant. Moi, c'est facile. Oui, c'est relativement faisable. En revanche, de falsifier une identité, c'est-à-dire un ensemble de relations, et de relations avec des relations, ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc, nous, on travaille plutôt sur les questions d'identité plutôt que d'identifiant. Donc, sur les dimensions sociales, la vérification sociale plutôt que simplement la vérification mathématique. Voilà. c'est passionnant. On avait, nous, participé à un hackathon où on avait travaillé sur la reconnaissance des compétences autodidactes. Et c'est là, mais Oui. c'est là qu'on s'est rendu compte aussi de la difficulté de la reconnaissance entre pairs. Nous, on réfléchissait à un système d'évaluation par des experts reconnus de compétences autodidactes avec des évaluations en ligne, etc., dans les réseaux d'éducation populaire. Enfin, on avait réfléchi à tout un système, mais c'est vrai que c'est des questions passionnantes. Et puis, on est arrivé effectivement sur ça va plus loin, l'épistémodémocratie, voilà, comment chacun reconnaît la compétence de l'autre. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, le volume, la masse. On peut repérer quelqu'un qui attribue de manière abusive des compétences assez rapidement, je pense, etc., etc. On était arrivé sur les mêmes conclusions, mais c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de recherche, beaucoup d'efforts. Et nous, on a aussi fait le choix du CV tourné vers l'emploi, le recruteur, etc., pour des raisons économiques. C'est qu'il faut qu'on trouve nos clients, il faut qu'on trouve notre marché et qu'on s'adapte à leur code. Donc voilà, plutôt que de viser la rupture tout de suite, on s'est dit qu'on allait y aller un peu plus progressivement. Mais on est passionné par tout ça. Mais effectivement, il faut qu'on ait les moyens de pouvoir continuer à s'investir et à réfléchir à tout ça. Et on a, franchement, alors c'est ça, et là je pense que c'est la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a des besoins, mais dans différents types d'organismes de formation, dans les entreprises. Moi, j'ai été contacté par le centre de formation du Racing Club de Strasbourg, ou en tout cas mis en relation par un organisme avec qui on travaille. Voilà, typiquement un centre de formation de football professionnel, il y a beaucoup de jeunes qui développent énormément de compétences. Quand ils passent pas pro, ils se retrouvent à avoir du mal à rebondir dans le monde du travail. Donc, il faut absolument des outils qui permettent de reconnaître des compétences au-delà
du sportif, etc. Donc, voilà, on ne pensait pas qu'on allait être à ce point-là, enfin, qu'on allait intéresser des organismes comme ça, mais on se rend bien compte que ce soit les missions locales, l'AFPA, enfin, il y a vraiment un besoin à ce niveau-là, quoi. Sans parler de l'égalité des chances derrière, qui est aussi un sujet d'actualité. Je ne sais pas si Muriel veut réagir, parce que je vois que tu as activé ton micro. Tout à fait. Moi, ce que je trouve paradoxal depuis le début, c'est qu'effectivement, vous êtes parti d'un principe quand même bien centré sur la défiance. C'est-à-dire, il y a des personnes qui disent qu'ils ont le diplôme alors qu'en fait, elles ne l'ont pas. Et là, vous bouclez sur quand même des systèmes basés sur la confiance, c'est-à-dire la reconnaissance entre pairs, voilà. Alors, vous parlez d'experts qui peuvent évaluer des compétences transversales. Ça me chagrine un petit peu parce que typiquement, les compétences, elles sont à identifier dans des contextes très particuliers. Une compétence, on la voit forcément dans l'action, dans un contexte donné. Du coup, le seul expert de la situation, finalement, c'est la personne qui agit, éventuellement le collectif de travail, donc du coup les personnes qui sont en situation, mais s'il quitte ce contexte, limite sa compétence, elle tombe. C'est-à-dire, dès lors qu'on change un élément du contexte, on ne peut pas dire la transférabilité des compétences, elle n'est pas si aisée que ça. Et du coup, ça nous oblige à être dans des relations de confiance perpétuellement, notamment sur cette question de la transférabilité. Donc, je trouve que ça fait un grand écart et je ne sais pas comment vous allez, limite un changement culturel pour vous, de passer d'un système fondé sur la défiance avec une autre partie centrée sur la confiance. Alors, pardon, mais j'ai sûrement mal précisé. Donc, cette partie basée sur la confiance, qui est la reconnaissance des compétences autodidactes, enfin des autodidactes, c'était un hackathon bien particulier qu'on a voulu faire en complément du projet qui est basé sur la défiance. Donc, notre projet ProSoon, c'est vraiment lutter contre les falsifications. On reste là-dessus, mais c'est vrai qu'on voulait s'essayer à aller plus loin, justement, dans la reconnaissance par les pairs, etc., sur un projet d'hackathon qui a duré 3 jours, sur lequel, effectivement, on n'a pas pu aller aussi loin, et je comprends bien voilà, les limites que vous voyez tout de suite à ces experts et au manque de proximité que ça engendre. Après, d'un autre côté, je me dis, puisque j'ai travaillé 6 ans dans une équipe, un open space et tout, quelle est l'objectivité des gens qui travaillent avec vous? Voilà, le fait d'avoir une vision indépendante de tout affect, ça a du sens aussi, je pense, dans l'évaluation de la compétence. Mais c'est vrai que je n'ai pas assez réfléchi. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité que je présente tout ça, hein. Je ne suis pas sur des vérités ou des certitudes, pas du tout, loin de là. En tout cas, c'est un vrai sujet parce que, nous, et je pense que je ne suis pas la seule autour de cette table qui n'est pas une table, on part essentiellement de la relation de confiance et du coup, y compris de la confiance dans la personne qui veut identifier et valoriser ses compétences. Et du coup, c'est là où il y a le plus d'expérimentation et moi, je pense qu'on voit que ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire il y a effectivement un fantasme qui à chaque fois, les questionnements, ils tournent toujours autour de cette question de oui, mais est-ce que vous êtes sûr que les gens, ils n'exagèrent pas, ils ne mentent pas ben non, en fait. Dans l'action, sur le terrain, on voit que les gens, ils sont le plus honnêtes possible et voilà, ils identifient les compétences chez les autres de cette façon-là aussi, dans leur contexte. J'ai le sentiment, moi, que ça peut fonctionner que comme ça pour identifier les compétences transversales, les compétences émergentes, puisque justement, on n'a pas d'étalon de mesure, puisqu'à chaque fois, la compétence elle est différente d'un contexte à l'autre. Contrairement au diplôme, qui n'est pas une compétence, et contrairement à ce que vous évoquez, qui finalement ne sont pas des compétences, mais des expériences. C'est-à-dire la personne, elle a fait un hackathon, on peut supposer un certain nombre de compétences, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a participé. Si ça se trouve, elle était dans un coin, planquée derrière les toilettes, et voilà, on n'en sait rien, quoi. Donc bon, voilà, mais c'est une vraie question. Alors, on ne va pas la traiter ce soir, mais ce sera vraiment intéressant de voir toutes ces questions se confronter au sein de l'association Reconnaître. On se fera des bras de fer, confiance, défiance, ça va être sympa. Super. Ah, merci. Pour rebondir sur ce que dit Muriel, l'étalon, c'est la personne. C'est-à-dire le référentiel de compétences, c'est un référentiel de personne. Et qu'à tout vouloir objectiver, à tout vouloir mettre tout traiter de façon analytique et de décortiquer,
on va avoir tendance à regarder les gens simplement comme une liste d'attributs et pas comme des personnes. Or, le point de départ, c'est la personne et la reconnaissance de la personne et reconnaître la personne comme étant une personne. Moi, en anglais, c'est knower, c'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui sait des choses, quelqu'un qui sait peut-être même quelle est la solution à son problème, mais qui ne sait pas qu'elle sait cette solution-là. Donc, c'est aider la personne à la mettre en mouvement. C'est vraiment l'idée d'empouvoirer la personne qu'on essaie de faire à travers les pratiques qu'on a avec les badges. Et donc, le pouvoir, c'est la personne elle-même. Et si c'est quelqu'un d'autre, on reste dans une situation de dépendance, d'asymétrie. C'était le problème qu'il y avait avec les badges au début, c'était le fait qu'on pouvait recevoir des badges, mais on ne pouvait pas en émettre. Et c'était un grand progrès qu'on puisse commencer à émettre des badges. Ça, c'était une bataille qu'on a menée dès le début. Et donc, parce que ne pas pouvoir émettre des badges, ça veut dire on ne peut pas reconnaître. On peut se faire reconnaître, mais on n'a pas le droit de reconnaître. Ou si on reconnaît quelqu'un, ça n'a pas de valeur. Donc, l'idée de pouvoir reprendre le pouvoir de reconnaître, c'est une des missions de reconnaître, justement. Ouais, mais je vois très bien aussi la différence qu'il y a entre effectivement quelque chose de très pragmatique qui est une expérience factuelle, etc., de la compétence et de la difficulté de reconnaître la compétence de manière précise. Et après, c'est une histoire de contexte, tout à fait. Moi, je suis totalement d'accord. Le côté dynamique ne sera pas perçu de la même manière au DNA, aux dernières nouvelles d'Alsace où je travaillais, que dans l'écosystème des startups, par exemple. Voilà, il y a des choses effectivement qu'il faut rattacher toujours au contexte. Mais je pense que ça serait déjà un beau pas en avant et c'est une vraie reconnaissance de valoriser ce qu'il y a au-delà du diplôme. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte 5 ans après nos études que les mémoires qu'on a rédigées, on ne les a plus, que les implications associatives sont valorisées nulle part, que nos expériences, nos stages, on n'a plus les conventions de stage, on ne peut même plus le prouver, etc. etc. Donc, c'est des périodes de nos vies après les études où on déménage beaucoup, il y a beaucoup de changements. Donc, il faut quand même pouvoir conserver ça. Moi, quand j'ai voulu faire ma reconversion, que j'ai appelé mon ancienne école pour récupérer des informations et qui m'ont dit on n'a plus que ton dernier relevé de notes, tout le reste, on l'a plus. Bah, j'ai été frustré. Je me suis dit, j'ai passé 5 ans de ma vie, j'ai fait des choses super intéressantes, ils n'ont rien gardé et moi non plus. Et donc, je suis assez d'accord pour aller sur le terrain de la compétence et de la reconnaissance par les pairs le plus vite possible, mais je pense qu'il y a déjà de l'existant à améliorer pour offrir plus de reconnaissance et plus de confiance entre les parties prenantes, plus de fiabilité dans les informations. Ça prend du temps de vérifier ces informations, surtout quand potentiellement on peut les falsifier de plus en plus, de manière de plus en plus accessible, quoi. Mais justement, vous parlez de preuves et les discussions qu'on a en ce moment entre collègues de reconnaître. Tu sais, dans le badge, il y a les critères et les preuves. Et une des discussions qu'on a, c'est de remplacer, dans certains contextes, le mot critère par description, preuve par documentation. Parce que si on parle de preuve, la preuve n'a de valeur que pour la personne qui va évaluer. Et une fois que la personne est évaluée puis qu'elle a eu son badge, la preuve, ça ne sert plus à rien. Alors que si on parle de documentation d'une pratique professionnelle, d'une pratique associative, d'une pratique sportive, d'une pratique de cuisine, etc. Donc, à partir du moment où on documente une pratique, cette documentation, elle peut avoir une valeur pour d'autres. Et donc, le badge, ce n'est pas quelque chose qu'on va apporter à un employeur. La valeur d'usage du badge, ce n'est pas simplement pour un employeur potentiel qui va pouvoir nous embaucher, mais c'est pour la personne qui va nous suivre sur le parcours qu'on a suivi. Et donc, on est plutôt des traceurs, comme on trace des pistes quand on fait du ski de fond, le premier qui part trace, et puis les autres suivent dans la trace. Et donc, l'idée que les badges, y compris les selfies qu'on peut se créer, c'est une façon de créer ces traces que d'autres peuvent suivre derrière. Et c'est sûr que peut-être que si les travaux que vous aviez faits comme étudiant, c'était des vrais travaux, pas simplement pour obtenir des notes, peut-être qu'à l'époque, ils auraient eu plus de valeur et vous en auriez gardé des traces. Sauf qu'à l'époque, ce que vous faisiez, c'était pour avoir des notes, c'était pour passer l'examen. Donc, ça n'avait pas d'autre valeur que celle d'obtenir la note qui allait me permettre d'aller plus loin. En revanche, si on oublie ces notes, si on oublie les preuves, mais on pense en termes, je documente mon parcours, et cette documentation-là, elle est utile à d'autres,
et à mes pairs ou à des gens qui vont me suivre derrière, qui vont rentrer dans mes traces plus tard, c'est autre chose. Parce que d'autres vont utiliser cette documentation-là, et du coup, ce n'est pas vous qui sauvegardez la documentation, mais ce sont les personnes qui vont utiliser cette documentation qui vont la sauvegarder. Et donc, vous pouvez la retrouver chez les autres qui en auront fait usage. Et donc, vous voyez, c'est une autre approche de la reconnaissance des preuves. C'est passionnant. C'est passionnant. Merci en tout cas pour tous ces conseils. Mais il y a il y a ces mots en double sens dans ce contrat. Enfin, moi, je m'en rends compte hein, quand je travaille sur la formulation. Reconnaissance, c'est à la fois récompense, à la fois vérification. Ouais, il y a les deux sens dans reconnaissance, finalement. La preuve, c'est pareil. Effectivement, il y a la preuve en soi, la documentation, et puis à quel point cette documentation, à quel point ça constitue quelque chose qui caractérise la compétence. Donc voilà, on sait que le badge il caractérise la compétence, mais en quoi on le rend infalsifiable pour qu'il soit une preuve en tant que telle. Enfin, voilà, c'est ça, c'est des mots à double sens. La confiance, c'est pareil, la confiance en soi, confiance dans les informations qu'on a sous les yeux. Enfin, voilà. Mais la reconnaissance, moi c'est ce que j'ai constaté. C'est peut-être lié à un parcours de vie, mais c'est le manque de reconnaissance qui génère l'échec. Voilà. Et moi, j'ai été témoin de tellement d'injustices à ce niveau-là. Enfin, voilà, il y a un gros travail à faire là-dessus. Ouais, reconnaissance égale confiance égale motivation, épanouissement égale performance, compétitivité et puis développement économique et social. Mais enfin voilà, Exactement. Voilà, donc c'est bien la confiance plutôt que la défiance qui est un moteur. Je n'ai pas salué Sandra qui a activé sa vidéo. Est-ce que tu souhaitais réagir aussi ou... C'est gentil de me saluer, Patrice. Non, parce que j'ai oublié de te citer parmi les personnes qui étaient Non, arrivées. il n'y a aucun souci. Non, j'écoute avec attention et c'est un vrai débat philosophique, en fait, c'est de quel point on part, quoi. Et de mon point de vue, j'ai plus envie d'œuvrer à une société de la reconnaissance par des paires ouvertes que par des systèmes fermés aussi vertueux qu'on ait envie qu'ils soient. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Parce qu'il est 6h15. On a quelque peu dépassé le créneau. Serge, vas-y. Non, il faut des systèmes qui soient fragiles. Il ne faut pas avoir peur des systèmes fragiles. Merci en tout cas. Ça alimentera nos réflexions, c'est top. Merci beaucoup. Mais je suis convaincu qu'il y a quand même matière à améliorer l'existant et qu'on peut en parallèle faire les deux, mais effectivement, il faut garantir une fiabilité, une souveraineté de nos données tout en valorisant la compétence et en trouvant les innovations qui vont nous permettre de nous tirer vers le haut les uns les autres. Voilà. Je pense que philosophiquement, on est aligné, mais on a choisi effectivement un segment qui est plus en rapport à l'existant que sur de la rupture complète. Il faut vivre, hein. Il faut vivre, il faut des clients. Ouais, c'est ça. Ça. En effet, un des enjeux, c'est de trouver des alternatives à LinkedIn. LinkedIn détient et utilise les données qu'on lui donne sur nos reconnaissances, justement, nos parcours. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Et l'autre axe que je vois, c'est les reconnaissances informelles, elles marchent localement au sein de communautés. Et c'est une fois qu'on change de communauté, de territoire, que là, du coup, on se dit ah, ben, comment est-ce que je vais faire la preuve de ce que j'ai acquis comme compétences, etc. Donc là, il y a peut-être des choses à travailler, en effet, autour de l'endossement, la vérification de l'endossement, je ne sais pas, des algorithmes, toutes sortes de choses, à des indices de confiance, peut-être. Mais avant tout, c'est l'idée d'équiper, d'outiller voilà, l'individu pour qu'il l'empouvoirer, comme dit Serge, pour qu'il soit en mesure d'être acteur de son parcours, de sa confiance de son employabilité, comme on dit, etc. Bah, merci en tout cas, franchement, c'est passionnant. Et j'adore parce que là où on est aligné, c'est que j'entends jamais le terme de compétition. LinkedIn, c'est exactement ça, c'est le paraître et la compétition. Moi, c'est vraiment à l'opposé que je me positionne, quoi, complètement. Alors je vais me faire le gardien du temps, hein, parce qu'on en est à 3/4 d'heure. On a dépassé les quotas, la discussion est super intéressante, mais ça te donnera l'occasion de revenir pour les prochaines badges cliniques. Merci. On aura bien merci à tous. Même on peut merci discuter en dehors de là. Avec plaisir, Serge. Voilà.